2 arches de 210 mètres de haut, 4 km 800 de tablier avec une travée centrale de 1300 mètres, le nouveau pont jeté entre Brooklyn et Staten Island et qui vient d'être livré à la circulation, surclasse par ses dimensions tous les ouvrages du genre. Il portera le nom de Verrazzano, qui découvrit la région en 1524. À 70 mètres au-dessus des flots, 6 voies enjambent le goulet qui mène au port de New York. On s'attend pour la première année à 13 millions de passages. À un demi-dollar la traversée, la rentabilité paraît assurée. Pour les 600 passagers du Shalom, la croisière aux Antilles a tourné court. En pleine nuit, au large de New York, le paquebot israélien a éperonné un pétrolier norvégien. Mais en dépit d'une large brèche, le Shalom a pu revenir au port par ses propres moyens. Quant au pétrolier, il a sombré rapidement. 19 membres de son équipage ont péri. Un épais brouillard est responsable de la tragédie. Des histoires de transport individuel par bagages accompagnés, à la manière égyptienne, peuvent surprendre le commun des mortels. Par contre, messieurs Sicot, secrétaire général d'Interpol, Vibo, ex-directeur de la DST, et les autres membres du jury des Palmes d'Or du roman d'espionnage, qui viennent de couronner le livre « Face d'ange, mais dans le mille », n'ignorent rien des méthodes des agents secrets. Quant à l'auteur, qui a reçu une médaille d'or, il est orfèvre en la matière. Adam Saint-Mour en est à son 51e roman du genre. Si les quintuplés sont rares et ne parviennent qu'exceptionnellement à survivre, les quadruplés, eux, sont légion. Du moins, on serait tenté de le croire après la réunion qu'a organisée en Angleterre une maison d'aliments pour enfants. 6 groupes de quadruplés y participaient, et on n'avait pas fouillé toutes les îles britanniques. Heure dramatique au Congo ex-belge. Progressant à marche forcée, les troupes de Moïse Tshombe vont faire leur entrée dans Stanleyville, où les parabelges viennent d'être largués dans une opération éclair destinée à sauver les 2000 otages, hommes, femmes et enfants, que les rebelles menaçaient d'exécuter. Si la manœuvre n'a pu empêcher tout à fait les sanguinaires Simba de tenir leurs promesses, au moins a-t-elle limité le massacre. Et tandis que se poursuivait le nettoyage de la ville, de longues cohortes gagnaient l'aérodrome qui avait été occupé dès l'aube. Pour ceux-ci, c'est le dernier épisode d'un abominable cauchemar de plusieurs semaines. Triste cortège de voyageurs sans bagages et d'enfants épuisés, hantés par le souvenir des massacres. Le général Mobutu dirige personnellement les opérations qui vont permettre à l'armée nationale congolaise de relever rapidement les commandos belges. Un véritable pont aérien a permis de ramener le jour même les rescapés à Léopoldville. Certains sont blessés, d'autres intransportables sont restés là-bas. Mais plusieurs centaines d'otages ont été emmenés dans la brousse par les rebelles. Pour les survivants, la tragédie s'achève. Ils ne sont pas près de l'oublier. Au Vietnam du Sud, de nouveau, c'est la crise. À Saigon, l'armée est rentrée en scène à la suite des manifestations qui ont pris pour cible le gouvernement de civil de M. Tran Van Huong. Au cri de Wang démission, des milliers d'étudiants ont engendré des troubles qui ont entraîné la proclamation de la loi martiale. Ce sont presque des enfants que le gouvernement avait contre lui. Des enfants qui ont usé aussi bien du mouvement de rue que de la grève sur le tas. C'est ainsi que les policiers essayèrent vainement de faire évacuer un établissement où les élèves s'étaient enfermés. En 1951, des forages révélèrent à Lac, dans le sud-ouest de la France, l'existence d'une nappe de gaz très importante. Mais son exploitation s'annonçait difficile. Selon les spécialistes américains, aucun métal ne pourrait résister à la corrosion du gaz trop chargé en hydrogène sulfureux. L'exploitation devait pourtant commencer en avril 1957. Des aciéries françaises avaient réussi à fabriquer un acier qui résistait à la corrosion. Certes, la première usine de traitement avait des objectifs modestes,
car il s'était d'abord agi de maîtriser cette force de la nature qu'est le gaz brut de lac. Température 140 degrés, sous une pression de 670 kg au centimètre carré. Les premiers éléments de l'usine produisaient alors 1 million de mètres cubes de gaz épuré par jour. Dès cette époque, le gaz était envoyé aux consommateurs par des canalisations souterraines dans tout le sud-ouest et jusqu'à Angoulême. On était venu à bout des problèmes réputés insolubles. Désormais, les plans d'extension de l'usine pouvaient se matérialiser. De 1957 à 1961, le nombre des puits en exploitation passa de 3 à 7. La production de gaz atteignit 5 millions de mètres cubes quotidiens. L'usine de Lac était devenue en 1963 et de loin la plus importante usine de traitement de gaz naturel du monde. La marche des installations est entièrement automatique. Le poste de contrôle central analyse par radio chacun des puits une fois par minute. Le clignotement d'une lampe rouge signale immédiatement toute anomalie. En cas d'avarie grave, les vannes peuvent être immédiatement fermées par télécommande. 1964, 33 puits sont aujourd'hui en exploitation. Ils permettent de produire annuellement 260 000 tonnes d'essence, 125 000 tonnes de propane et butane et chaque jour 20 millions de tonnes de gaz épuré. Le réseau de pipes couvre la presque totalité du pays, auquel il fournit les 3/4 de l'énergie thermique consommée. À tout cela, il faut ajouter le soufre. Extrait par voie chimique, il sort sous forme liquide des unités de fabrication. Il se solidifie en piles de stockage de 5 à 6 mètres de hauteur. Le très gros pourcentage d'hydrogène sulfureux contenu dans le gaz de Lac, qui avait failli au début empêcher l'exploitation du gisement, s'est au contraire révélé par la suite une nouvelle source de richesse. Selon les besoins des industries, le soufre est chargé soit sous forme solide, soit sous forme liquide dans des wagons spéciaux calorifugés. Le port voisin de Bayonne reçoit des trains complets. Des installations perfectionnées peuvent charger les navires à la cadence de 1000 tonnes à l'heure. La production de Lac, dont plus de la moitié est exportée, se monte à 1 400 000 tonnes par an et fait de la France le deuxième producteur mondial après les États-Unis. Un centre industriel a surgi tout naturellement à côté de l'usine, au milieu d'une région jusqu'alors essentiellement agricole. Des usines traitent les hydrocarbures et leurs dérivés, produits de base de l'importante industrie des plastiques. Elles sont alimentées par une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel comme seul combustible. À proximité a été installée la plus importante et la plus puissante usine d'aluminium d'Europe. 90 000 tonnes d'aluminium par an. Le Béarn, région d'agriculture à caractère familial, voyait sa population diminuer depuis un siècle. L'industrialisation a renversé la tendance. L'impulsion donnée par ces activités nouvelles est matérialisée par Mourinx Ville Nouvelle, cité ultramoderne de 12 000 habitants, construite de toutes pièces en quelques années pour accueillir le personnel des diverses usines d'alentour. L'église a été dessinée par Le Corbusier. Le centre commercial est un paradis pour les passants et les acheteurs. Il est interdit aux voitures. Quant aux voitures, elles ne se gorgent plus d'essence dans les stations-service, mais de gaz à bon marché. Un système un peu encombrant peut-être, mais économique. Mourinx Ville Nouvelle est aujourd'hui le symbole de l'impulsion donnée au sud-ouest de la France par le gaz de Lac. 500 millions d'êtres humains souffrent encore aujourd'hui de la faim. 500 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, sur lesquels pèsent de tout leur poids dramatique les fléaux naturels. 100 millions d'entre eux vivent en Inde, si tant est qu'ils vivent. La volonté de porter l'attention sur la misère du monde n'aura pas été étrangère à la décision de Paul VI, un an après son voyage en Terre Sainte, de se rendre dans ce vaste pays où les chrétiens ne sont qu'une petite minorité de 6 millions. Nous venons en pèlerin, a-t-il dit en arrivant à Bombay, où il venait assister au 38e congrès eucharistique international. Pour ce pèlerin exceptionnel, 2 millions d'Indiens se pressèrent sur le chemin qui conduisait de l'aéroport au cœur de la cité. Le soir même de son arrivée à 6500 km de Rome,
dans la cathédrale de Bombay, le souverain pontife venait célébrer une messe qui lui fut l'occasion de remercier 3000 religieuses pour leur dévouement aux enfants, aux vieillards et aux infirmes. Paul VI devait rencontrer le Premier ministre de l'Inde, M. Shastri, en présence de la fille du pandit Nehru. Mais il devait aussi traverser le quartier populaire de Parel, se mêler aux milliers d'Indiens de la rue, au milieu des bousculades qui parfois l'emportaient. Lui-même a déclaré « Je veux être pasteur et témoin ». Et sans doute Paul VI le fut-il avec intensité à Bombay, où il venait retrouver dans l'enceinte du congrès eucharistique 300 000 chrétiens réunis sous les flèches d'un autel en plein air. De cet autel, où il consacra 6 nouveaux évêques de 5 continents, le pape donna sa bénédiction aux infirmes et aux malades. Mais c'est à toutes les misères qu'il pensait. Ne devait-il pas, avant de quitter Bombay, lancer un appel à tous les gouvernements pour la création d'un fonds mondial destiné à soulager les souffrances des peuples? L'intervention des parachutistes belges à Stanleyville pour délivrer les otages prisonniers des rebelles congolais a suscité une vive réaction à Pékin, où, en présence de Mao Tse-tung et des principaux dirigeants chinois, 700 000 personnes ont manifesté sur la place Tiananmen. Pendant 3 heures, la foule, parmi laquelle on remarquait de nombreux Africains, a scandé des slogans anti-américains et anti-belges. Les plus ardents manifestants furent les membres de la milice ouvrière. Jamais encore la République populaire chinoise n'avait proclamé aussi énergiquement sa volonté de soutenir les mouvements révolutionnaires du tiers-monde. Avec les sapins familiaux, Noël va renouer avec une tradition qui nous vient d'Alsace, où jadis les boules représentaient les planètes, les bougies le feu du ciel. Elles signifiaient que l'année serait heureuse. Bonheur, espoir, tels sont les symboles de la rose qui, dit-on, fleurit en décembre dans le sanctuaire de Sainte-Odile. Tels sont les symboles du chêne abattu dans le Berry à minuit. L'énorme bûche qu'on appelle la cause de Nao devra brûler 3 jours durant. Les cendres répandues sous les meubles produiront un effet bénéfique toute l'année. En Limousin, la nuit de Noël, on donne double ration aux animaux. Et cette nuit-là, paraît-il, on peut surprendre le bœuf et l'âne, évoquer entre eux le souvenir de la nuit de Bethléem. Aux abords des castels de Gascogne, le 24 décembre, les esprits du mal disparaissent. C'est le moment de forcer la fortune en partant à la recherche des trésors enfouis, tandis que, miracle, le coq chante au clair de lune. Les vieux grimoires parlent de cassettes pleines d'or et l'on creuse jusqu'à l'aube. Disons tout de suite qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se donner tant de mal, puisque la Loterie nationale participe à la grande ronde du bonheur qui tourne depuis des siècles et dans chaque province autour de la fête de la Nativité. Ils étaient 3000 candidats, ils sont 24 lauréats dont les mérites ont paru exceptionnels au jury de la Fondation de la Vocation. Nantis d'une bourse de 10 000 francs, ils vont pouvoir se consacrer à la tâche qu'ils se sont choisis. Ainsi, Louis Combre, 27 ans, marié, 3 enfants, qui a payé de 30 mois de sanatorium sa passion irrésistible pour la peinture et la poterie. Dans une bergerie désaffectée du Roussillon, il a enfin trouvé le climat de sérénité propice à la création. Il a construit de ses mains le four à bois et le tour qui lui permettront de retrouver les techniques originelles de son art. Il s'est acharné, il a cru en son étoile, le coup de pouce du destin arrive à point nommé. C'est l'originalité de son talent qui a valu à Brigitte Flandrin une autre bourse de la Vocation. Ses maîtres l'encourageaient à persévérer, mais il lui fallait faire un autre métier pour gagner sa vie. Désormais, elle va pouvoir se consacrer entièrement à son œuvre.
Une œuvre dont Zadkine affirme déjà qu'elle est pleine de promesses. Des chances nouvelles s'ouvrent aussi aux étudiants parisiens. Au pont de Neuilly, ils s'embarquent vers l'annexe que la faculté des lettres vient d'ouvrir à Nanterre pour décongestionner la Sorbonne surchargée. Désormais, les étudiants de propédeutique, cette charnière entre le secondaire et le supérieur, sont répartis entre l'ancienne halle au cuir et le centre de Nanterre. À Nanterre, on a vu grand. Plus de coude à coude inconfortables, fini les longues heures assis sur les marches. Aucune saturation à redouter puisque ceux qui ne pourront trouver place ici auront encore la ressource, grâce à un circuit intérieur de télévision, de suivre le cours dans des salles voisines. Certes, cette installation hors du cadre traditionnel du quartier latin a quelque peu désorienté les nouveaux venus, mais déjà Nanterre commence à se personnaliser. Les conditions de travail y sont bonnes et le restaurant évite le voyage de midi à ces jeunes gens qui viennent tous de Paris et de la banlieue ouest. Commencés il y a 18 mois, les travaux se poursuivent activement, car la faculté de Nanterre assurera bientôt les 4 premières années d'études jusqu'au diplôme d'études supérieures. Personne ne semble le regretter. C'est une maison sans histoire et sans passé, mais ce qui les intéresse, eux, c'est l'avenir. Avec la complicité de Carven, la belle s'est parée des dépouilles de la bête. Et si à l'heure du footing, le cœur balance entre l'Oslo et le phoque, ni le confort ni le style ne sont en cause. La loutre assez fidèle, mais le Breitschwanz, récemment réhabilité, connaît cette année encore une faveur exceptionnelle, sans pour autant détrôner le vison, dont la palette s'est enrichie d'une série de coloris inédits et raffinés. Des fourrures qui ont la souplesse du lainage, la finesse des plus belles soieries, dans le décor austère et décharné des jardins de Paris. À l'heure du cocktail, et avant de passer par le vestiaire, c'est le succès garanti pour cette pelisse de lamé doublée de vison d'arc. C'est le murmure flatteur dans le sillage de la dame en noir, Breitschwanz dessus, vison à l'intérieur, sur une robe de dentelle. Au soir frileux des grandes premières, quand le spectacle est autant dans les loges que sur la scène, le vison se fait boléro ou cap-collet. Le Breitschwanz se fait manteau jusqu'à terre, dans une ligne qui s'harmoniserait parfaitement avec la cour des rois de Castille ou le palais des Doges. Suprême consécration de la fourrure, artifice de prédilection de l'éternel féminin. Mille villages en Nouvelle-Écosse sera le Plumeur Bodou canadien. Comme la station française de télécommunications par satellite, 1000 villages possédera son radome. Les spécialistes viennent de procéder à la mise en place de la vaste coupole préfabriquée aux États-Unis. Une fois celle-ci fixée au mur circulaire de béton, il a suffi de laisser faire les pompes et l'air comprimé pour que l'énorme ballon de 275 mètres de diamètre prenne sa forme définitive. En matière de construction, on ne saurait être plus expéditif. Un jury qui compte avec le préfet de police des techniciens en leur genre a décerné, sous le regard intéressé d'Albert Préjean, le prix cinéma du Quai des Orfèvres aux auteurs du film Requiem pour un caïd. Longtemps limité au seul roman policier, le prix du Quai des Orfèvres s'adresse en effet aujourd'hui aussi aux films policiers. Il y a bel et bien une justice. Allô, Bolivar 6329 ? Le centre anti-poison ? Des appels de ce genre qui traduisent chacun un drame quotidien du poison, il en arrive ainsi chaque année plus de 6000 au centre de l'hôpital Fernand Vidal. Ici, un service bien informé est à l'écoute 24 heures sur 24, toujours prêt à donner les renseignements de première urgence. De quel médicament s'agit-il, madame? Quelle quantité en a-t-il absorbé? Est-ce qu'il respire normalement? Alors, Cachon, voilà les renseignements que vous me demandiez.
Votre médecin ne peut pas venir immédiatement? Alors appelez d'urgence une ambulance. Aller à l'essentiel, telle est la raison d'être du centre anti-poison. Il permet à des mères de famille, des entreprises, voire des services médicaux dans toute la France d'éviter de perdre un temps précieux. Un temps qui est, dans le cas d'intoxication grave, un capital vie. Il reste que lorsqu'il s'agit d'enfants, nombre d'entre eux n'auraient pas à passer dans ces centres de réanimation avec les aléas que cela comporte, si les règles de prudence les plus élémentaires étaient observées. Si des insecticides, par exemple, n'étaient pas négligemment abandonnés à portée de la main. Dans les ateliers, on utilise trop souvent des flacons anodins pour contenir des produits nocifs. Des médicaments traînent trop souvent sur des tables de nuit. Les produits domestiques sont trop souvent rangés dans des placards à la portée des enfants. Un tour de clé éviterait bien des drames. Mieux vaut encore prévenir que guérir. Et il est souvent si simple de prévenir, combien plus simple que de guérir. Chaque année, avec les premières neiges, Val d'Isère voit revenir les skieurs de l'équipe de France. Après le long entracte de la belle saison, il leur faut retrouver la forme nécessaire pour affronter les compétitions futures. Tous les matins, alors que la vallée commence à secouer sa torpeur, ils se retrouvent sur les sommets en compagnie de leur directeur Honoré Bonnet. Jean Béranger, l'entraîneur des filles, Monique Perramont, Florence Bernard, Florence Steurer, Christine Goatchel, Isabelle Mire, Patricia Duroy, la championne belge, Marielle Goatchel, Madeleine Beauchâtet, Christine Terraillon, Annie Famos. Et puis les garçons, Michel Arpin, Louis Geoffray, Léo Lacroix, Georges Mauduit, François Bonlieu, Guy Périllat. Pierre Stamos, Jules Melchion, Jean-Claude Killy. Et leur entraîneur, René Sulpice. Au programme aujourd'hui, slalom spécial pour les filles. Christine Goatchel est championne olympique de cette spécialité et slalom géant pour les garçons. Comme le génie, la perfection ne s'acquiert qu'au prix d'une longue patience. On dit que François Bonlieu bénéficie d'une aisance naturelle, mais cette facilité n'est qu'apparente. Depuis 11 ans qu'il est dans l'équipe de France, Bonlieu continue chaque année de progresser. Après le dîner, 1 heure de détente. Le baby-foot donne lieu à des rencontres homériques, mais à 22 h, tout le monde sera au lit. Dans le chalet-hôtel de leurs parents, les trophées des 2 sœurs et les 4 médailles qu'elles ont ramenées d'Innsbruck occupent tout un pan de mur. Après le dîner, Marielle et Christine se relaient au bar et discutent volontiers avec la clientèle de l'importance des 2 prochaines saisons. Elles avaient vu Alexandra Stewart au cinéma, mais elles ignoraient encore ses qualités de reporter. Christine, est-ce que c'est vraiment si important le stage que vous faites en ce moment? Oui, il est assez important car d'ici les 2 années à venir, nous allons nous entraîner l'été vu que les championnats du monde au Chili sont en été. Oui, en effet, c'est assez important pour nous parce que dans les courses, il faut partir en première série, c'est-à-dire dans les 15 premières filles, sinon il n'y a pas moyen de faire un résultat honnête. Et puis en plus, il y a un inconvénient, c'est que c'est l'été. Et comme nous ne sommes absolument pas habitués à courir l'été, il faudra s'entraîner en conséquence. Ça fait une différence assez vraiment énorme parce que les filles en général sont en forme l'hiver et au moment où arrive l'été, paf, plus personne n'est en forme. Les skieurs de l'équipe de France ne laissent à personne le soin de s'occuper de leur matériel. Et si Jean-Claude Killy affûte les cartes de ses skis comme des rasoirs, c'est que l'entraînement a lieu chaque jour sur la glace vive, un véritable miroir sur lequel les jalonneurs trouvent inutile de chausser les skis. En entraînant ses équipes dans les conditions les plus difficiles, Bonnet les met à l'abri de toute surprise. On pourrait penser qu'à ce niveau la technique est irréprochable, pourtant chaque parcours appelle une remarque de l'entraîneur. 40-43, faut pas aller plus dur, Mariette. Peut-être plus équilibré si tu veux, tu vois. 40-41 ou 40-42. Ça te fera une spatule légèrement plus raide. Dis donc, moi, mais dès que tu vas avoir des trous, tu vas bourrer aussi. Hein. Les filles discutent souvent, mais Béranger a toujours le dernier mot. Là, tu es parti un peu trop vite, tu es rentré en enfilade dans la deuxième chicane et tu es parti un peu vite. Ensuite, la plaque de glace, tu as déséquilibré. Ça, tu vois, Florence Bernard, tu les tapes.
À quelques semaines des grandes compétitions, les garçons aussi travaillent avec acharnement pour retrouver cette perfection du geste et cette sûreté de la technique sans lesquelles toute audace serait vaine. Sous le regard d'Honoré Bonnet, 10 fois, 20 fois, il repasse par les mêmes chicanes. Au bout de la journée, Guy Périllat et ses camarades auront 500 portes dans les jambes. Cette année, Jean-Claude Killy est dans une condition étonnante. Et 1965 pourrait bien être sa grande année. Mais Honoré Bonnet ne laisse rien passer. Le défaut en ce moment est vraiment trop écrasé. Et à la fin du virage, tu tasses tellement que le ressort peut développer ce ressort. Alors pensez à ça. Le ressort s'écrase doucement et repart comme un ressort se détend, ce qui n'est pas autre cas. La discipline qu'ils préfèrent tous, c'est la descente. À plus de 100 km à l'heure, seul le ralenti permet de juger l'effort intense des jambes qui encaissent toutes les aspérités du terrain. Il faut une musculature d'acier doublée d'une audace qui frise souvent la témérité. Avec leurs collants, leurs casques et leurs lunettes, ces étranges personnages semblent parachutés d'une autre planète. L'équipe de France a donc donné le grand départ de la saison des sports d'hiver, désormais ouverte sur tous les fronts. Des Alpes aux Pyrénées, d'un bout à l'autre des montagnes françaises, les pistes blanches attendent ceux pour qui le ski n'est pas affaire de compétition, mais de plaisir et de détente. Et c'est à cette foule chaque année plus nombreuse que les moniteurs de l'école de ski de Courchevel ont dédié ce ballet où éclate la joie que donne la pratique de ce sport magnifique. À la lueur des torches, une foule vibrante a escorté du mémorial de la déportation jusqu'au Panthéon où elles reposeront désormais les cendres de Jean Moulin. Hommage suprême à celui qui avait reçu pour tâche d'unir les mouvements de la résistance intérieure et qui devait périr dans d'atroces souffrances le 8 juillet 1943. En juin 1940, dans le chaos de la défaite, Jean Moulin, préfet de l'Eure-et-Loire, assume avec courage son entière responsabilité. Bientôt révoqué, il parcourt la zone sud, d'où il gagne Londres, où le général de Gaulle l'investit d'une mission capitale, réaliser l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Le 1er janvier 1942, l'ancien préfet est parachuté en Provence dans les Alpilles. Jean Moulin connaît bien la région, et son premier refuge sera une petite bastide de Saint-Andiol où il passait jadis ses vacances. Désormais, il va se consacrer jour et nuit à sa tâche. Il multiplie les contacts, il explique, il discute, il rassemble jour après jour les éléments de ce qui deviendra sous son autorité le Conseil national de la résistance. Deux hommes l'ont bien connu à cette époque. Daniel Cordier, à droite, qui fut son secrétaire, et Jean-Pierre Lévy, fondateur et chef du mouvement de zone sud, franc-tireur. Constamment, Max, ou Rex, c'est sous ce nom que nous le connaissions, passait son temps à se préoccuper de l'unité de la résistance, d'une part, et de la défense de la France libre face aux empiètements que tentaient de faire à l'encontre de celle-ci les services secrets anglais et américains, chose que d'ailleurs Daniel Cordier a dû voir connaître bien souvent. C'était d'ailleurs un sentiment très étrange de travailler avec quelqu'un qui était si intime, avec qui j'étais tellement intime et qui était resté un inconnu. Et je me suis souvent demandé quelle était l'origine de la blessure qu'il portait à la gorge, sans me rendre compte que déjà avant la résistance, il avait accompli un acte d'héroïsme en se tranchant la gorge comme préfet de Chartres au moment où les nazis essayaient de lui imposer des conditions déshonorantes. Peu à peu apparaissent les groupes de clandestins et réfractaires, embryons des futurs maquis. À quelques milieux, à quelque obédience qu'ils appartiennent, les combattants s'organisent. Jean Moulin suscite le commandement unique de l'armée secrète par le général Delestrin.
Il amène les responsables à coordonner les mouvements des deux zones. Il persuadait, et il n'avait pas besoin de commander, car naturellement, on avait envie de le suivre et de... Je ne veux pas dire lui obéir, c'est un mot qu'il n'aurait pas aimé. Justement parce qu'il voulait convaincre. Il travaille ensuite à associer au mouvement les diverses tendances de la nation, les partis politiques, les syndicats. Et un jour, au 48 de la rue du Four à Paris, le CNR tient sa première séance. Son succès a été consacré le 27 mai 1943, quand enfin il est arrivé à réunir dans cette maison même où nous nous trouvons, c'est dans ce fauteuil qu'il se tenait, la première réunion du Conseil national de la résistance. La résistance grandit, mais la Gestapo grandit aussi. Les arrestations, les exécutions se multiplient. Le général de Lestrin est arrêté. Pour la désignation de son remplaçant, Jean Moulin convoque les chefs de mouvement de zone sud. La Gestapo les arrête à Caluire avec leur hôte, le docteur Dugoujon. Le soir même, ils l'ont ramené vers la nuit tombante avec un pansement autour de la tête et il boitait. Le jeudi matin, il a été emmené à nouveau à l'interrogatoire. Ramené le jeudi soir très tard, il était porté, soutenu par 2 gardiens de la prison. Il a été veillé toute la nuit, ils lui donnaient à boire et ils l'ont ramené une fois de plus. Le vendredi matin, je ne l'ai jamais revu depuis. Moulin connaissait tout de la résistance et pas un seul instant nous n'avons eu peur car nous étions certains qu'il mourrait comme il est mort sans rien dire. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, dit André Malraux, ce qui fut pour nous le chant du malheur. Puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Coiffée d'une coupole insolite, une ferme de l'Orne surprend le voyageur qui la découvre. Cette coupole est l'observatoire personnel de Jean Bourges, jadis cultivateur, mais qui s'est voué à une passion dévorante, l'astronomie. Il a fondé l'Association française d'astronomie et une revue spécialisée, Le Ciel. Son amour des étoiles, qui date de toujours, il a voulu le communiquer à autrui. Il a mis au point un appareil pour mettre le système solaire à la portée de tous. Il s'est fait, pourrait-on dire, missionnaire de l'astronomie. Mais l'une de ses plus grandes joies, il vient de la trouver lorsque le soleil s'est couché sur Saint-Aubin et que la lune s'est levée dans la perspective d'une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Dès lors, il a pris possession de son observatoire, mis en batterie son télescope à miroir, préparé son appareil photographique, son appareil de cinéma. Ce matériel, presque équivalent à celui des professionnels, a été cependant entièrement construit de ses mains. Sa récompense, la voici, un accéléré de la Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. Ces jours de Noël, où les églises modernes joignent leur voix à celles des cathédrales du Moyen-Âge, on devait s'attendre à ce que la musique de notre temps orchestre les cantiques d'autrefois. C'est ainsi qu'à Oberhausen, dans la Ruhr, un orchestre de jazz a remplacé les grandes orgues. Mais pourtant, à notre époque vouée à l'électricité, la flamme vacillante des bougies de Noël fascine toujours les hommes. Et en cette fin d'année, une activité fébrile règne dans les fabriques artisanales de Mussidan, en Dordogne.
Les bougies y ont pris tous les aspects, toutes les formes. Elles perpétueront dans tous les foyers une tradition bien vivante. C'est une tradition, un rite, presque une institution. À la veille des fêtes de fin d'année, la nouvelle revue de Pierre-Louis Guérin et René Fradet a provoqué dans la salle des Champs-Élysées, qui est presque aussi célèbre de par le monde que la Tour Eiffel, une concentration exceptionnelle de vedettes internationales. Quelle nuit! C'est le titre de la revue, un titre qui va comme un gant à ce luxueux spectacle. « 1964 aura été un bon millésime pour le vin, et d'une manière générale pour les productions classiques. Dans ce domaine, les amateurs auront eu lieu de se tenir pour satisfaits. Le carnet blanc a été rempli comme il convenait par le mariage de jeunes princes charmants. Et la préparation de la conquête de l'espace a continué. 3 Russes sont revenus après avoir fait le tour de la Terre dans une cabine pressurisée. Les États-Unis ont lancé avec succès une fusée Saturne capable de satelliser 17 tonnes. Est-ce à dire que tout fut pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non, bien sûr, puisqu'à Chypre, l'affrontement sanglant des Grecs et des Turcs a laissé les deux communautés déchirées. Entre le monde arabe, dont les leaders se sont réunis au Caire autour du président Nasser, et l'État d'Israël, un nouveau litige s'est élevé à propos du captage des eaux du Jourdain qui doit permettre l'irrigation des déserts de la terre promise. À la frontière même de ces États hostiles, à Jérusalem, Paul VI, qui a rencontré le patriarche de Constantinople, a lancé un message de paix au peuple de l'univers. Si Berlin en 1964 n'a pas trop fait parler de lui, sinon à l'occasion de quelques fuites spectaculaires sous le mur, d'autres problèmes ont opposé l'Est et l'Ouest. Il y a eu le Congo, où les opérations lancées par Moïse Tshombe contre les rebelles de Stanleyville ont entraîné des affrontements atroces, et où l'intervention des parabelges pour libérer les otages blancs a déclenché dans le monde des réactions passionnées. Il y a eu le Vietnam, enfin, où les États-Unis, engagés militairement contre le Viet Cong, se sont débattus au milieu des remous politiques de Saigon. Que deviendra la coexistence pacifique en 1965? Face au président Johnson, confirmé à son poste par 61% des suffrages américains, quelle sera l'attitude des successeurs de M. Khrouchtchev, écartés du pouvoir à l'heure des difficultés russo-chinoises? On a d'ailleurs beaucoup parlé en 1964 de ces 700 millions de Chinois dont la France a reconnu officiellement le gouvernement. Il semble qu'on ait eu du reste une conscience plus nette des peuples aux démographies angoissantes. La mort du Pandit Nehru a fixé l'attention sur l'Inde et ses 450 millions d'hommes. Et ce n'est pas par hasard que Paul VI a choisi de s'y rendre à l'occasion du congrès eucharistique pour lancer un appel en faveur des plus pauvres des hommes. Le général de Gaulle est allé en Amérique latine. Un premier voyage l'a conduit au Mexique, où l'accueil fut plein de chaleur. Un second voyage l'a entraîné à travers les 10 pays d'Amérique du Sud, à travers des populations qui comptent le taux d'accroissement le plus rapide du monde,
Des populations aussi qui ont salué avec enthousiasme le premier chef d'État français venu les visiter. À cet enthousiasme fit écho en France celui des habitants de Reims, où le général de Gaulle était venu célébrer le 50e anniversaire de la bataille de la Marne. En cette année anniversaire des batailles de 1914 et de la libération de 1944, la coopération franco-allemande allait-elle faire plus que marquer le pas? La visite de l'ancien chancelier Adenauer au général de Gaulle contribua à lever certaines réticences allemandes. À Bruxelles, au sprint pourrait-on dire, l'accord sur le prix des céréales devait être signé. L'Europe verte allait pouvoir démarrer. Appartiendra-t-il à M. Wilson, arrivé au pouvoir avec les travaillistes, de rapprocher l'Angleterre de cette Europe en formation? Le tunnel sous la Manche y aidera-t-il? La Moselle canalisée a ouvert, elle, en 1964, une nouvelle voie d'échange entre la France et l'Allemagne. Mais l'opération de travaux publics la plus spectaculaire, 1964 leur a connu à Assouan, avec la domestication du Nil. Il reste qu'on aura eu beaucoup cette année-là le regard fixé sur la mer, et que la marine à voile aura connu de beaux jours à l'époque des tankers de métal de 100 000 tonnes. Pour avoir traversé l'Atlantique en 28 jours, Éric Tabarly aura beaucoup fait rêver. C'est que la vie de tous les jours n'aura pas été exempte de soucis, ne serait-ce que ceux de 200 automobilistes américains dont les voitures sont restées dans les glaces. Et puis, il y a eu les faits divers, avec au premier plan le visage de Jack Ruby, jugé à Dallas, l'assassin d'Oswald, lui-même assassin du président Kennedy. Avec aussi le visage de Lucien Léger, l'assassin du petit Luc Taron, un visage qui vaut tous les commentaires. En Belgique, ce fut la grève de 12 000 médecins et les réactions qu'elle suscita dans la population. Des satisfactions, heureusement, il y en eut aussi. Ne citons pour mémoire que le festival de Cannes, où les plus affamés eurent leur large part. Les plus sages purent trouver une compensation à la frénésie de la vie moderne dans la saine pratique du yoga. Et au bout du compte, on peut dire que l'homme a continué de s'élever systématiquement à la force du poignet. L'énergie, c'est bien entendu la jeunesse qui en a eu le plus à dépenser. Soucieux de leur bon équilibre, rockers et mottes de la banlieue de Londres sont allés périodiquement vider leur trop-plein de vigueur sur la plage de Margate. D'autres ont mis cette énergie à essayer de ressembler à ceux qui furent les idoles de l'année, les Beatles. 4 yéyés dont l'apparition a toujours été renversante. C'est que le style yéyé fut contagieux. Du yéyé au hollé, il n'y a qu'un pas. Un jeune torero cordouan l'a franchi. El Cordobès, l'intrépide, fut le dieu de l'arène. À Tokyo, Bob Hayes montra que l'homme pouvait toujours, par ses propres forces, se surpasser. Avec lui, le 100 mètres est passé à 10 secondes. Sur la neige, 2 jeunes Françaises, Marielle et Christine Goatchel, ont fait la preuve que les femmes ne restaient pas en arrière. Rissa Pellissier, 32 ans, se lança seule en avion à l'assaut de l'Atlantique Sud comme Mermoz. De jeunes femmes n'hésitèrent pas à endosser la tenue du parachutiste. D'autres firent face courageusement au service militaire et à ses servitudes vestimentaires. De la lourde vareuse au léger monokini, les jeunes femmes de 64 nous auront habitués à toutes les audaces. Elles nous auront aussi habitués à un certain respect. Pour être femme, une femme policier n'en est pas moins sergent de ville. Même les Parisiennes y sont venues, tant et si bien que l'avenir de l'homme agent inquiète. Passons. En 1964, on s'est beaucoup préoccupé de raccourcir les distances. On a rêvé d'avions encore plus rapides. On a jeté des ponts géants. Le dernier né, au-dessus du goulet qui mène à New York, a 4 km 800 de tablier. On a ouvert à 1875 mètres d'altitude entre la Suisse et l'Italie le tunnel du Grand Saint-Bernard.
Et puis, pour traverser les rivières comme les marécages qu'on ne supporte plus aujourd'hui, on a fait appel au vieux système de la vis sans fin. Des bricoleurs ont associé les patins à roulettes au cerf-volant pour améliorer les déplacements. Et on a même eu l'ingénieuse idée de convertir les malles en moyens de transport individuel. Faut-il s'étonner après cela que les hommes aient dévoré des kilomètres pour aller chercher la détente des vacances? Les vacances qui sont avant tout un dépaysement. Dans la civilisation des loisirs qui nous est promise, l'homme moderne, jaloux de son individualité, devra-t-il se réfugier dans l'aventure?